Mais je me souviens encore parfaitement, mon bien-aimé, du jour et de l'heure où je me suis abandonnée à toi pour toujours. De retour d'une promenade avec une camarade de classe, nous bavardions devant la porte d'entrée. Une automobile est arrivée à ce moment-là. Elle s'est arrêtée et tu en as bondi, depuis le marchepied jusqu'à la porte d'entrée, avec fougue et souplesse, de cette manière qui me séduit aujourd'hui encore. Je me suis sentie forcée de t'ouvrir la porte, tant et si bien que je t'ai coupé le chemin et que nous avons failli tomber. Tu m'as pénétré de ce regard chaud, tendre et enveloppant qui était comme une caresse. Tu m'as souri. Oui, je ne peux l'exprimer autrement, une caresse, et tu m'as dit d'une voix toute douce, presque intime, « Merci 1000 fois, mademoiselle. » Rien de plus, bien-aimé, mais dès cette seconde, depuis que j'ai senti sur moi ce regard tendre et câlin, je suis tombée sous ton emprise. Ce n'est que plus tard, peu de temps après, à vrai dire, que j'ai réalisé que tu posais ce regard sur chaque femme, cette étreinte qui les attirait à toi, ce regard qui enveloppe en même temps qu'il dénude, ce regard du séducteur né. Tu posais ce regard sur chaque femme qui te frôlait, sur chaque demoiselle de boutique qui te vendait quelque chose, sur chaque femme de chambre qui t'ouvrait la porte. J'ai réalisé que tu n'avais pas conscience de ce regard, qu'il ne procédait ni d'une volonté ni d'une inclination. C'est ta tendresse envers les femmes qui adoucit et réchauffe tout à fait inconsciemment ton regard lorsqu'il se pose sur elles. Mais moi, l'enfant de 13 ans, je ne le soupçonnais pas. C'est comme si j'avais plongé dans un brasier. J'ai cru que cette caresse n'était destinée qu'à moi seule. Et à cet instant, la femme qui sommeillait en moi, alors adolescente, s'est réveillée et cette femme est tombée sous ton emprise à tout jamais. « Qui était-ce » a demandé ma camarade. Je n'ai pas pu lui répondre tout de suite. Il m'était impossible de prononcer ton nom. Dès cette seconde, dès cette unique seconde, il était devenu sacré. Dorénavant, c'était mon secret. « Ah, un monsieur qui habite dans l'immeuble, je crois, » ai-je balbutié maladroitement. « Mais pourquoi alors es-tu devenu si rouge lorsqu'il t'a regardé » railla cette amie avec toute la méchanceté d'une enfant curieuse. Et précisément, parce que j'ai senti que sa moquerie en voulait à mon secret, le sang m'est monté davantage encore dans les joues. La gêne m'a rendue grossière. « Ouah, stupide » ai-je rétorqué avec véhémence. J'aurais voulu l'étrangler. Mais elle ne fit que ricaner davantage, de plus en plus fort, jusqu'à ce que je sente les larmes d'une colère impuissante me monter aux yeux. Je l'ai planté là et je suis montée chez moi en courant. Depuis cette seconde, je t'ai aimé. Je sais que souvent les femmes t'ont adressé de telles paroles, à toi qui y es habitué. Mais crois-moi, personne ne t'a aimé à ce point, à la façon d'une esclave, d'une chienne, avec un tel dévouement que cet être que j'étais et que je suis toujours resté pour toi. En effet, rien sur terre n'arrive à la hauteur de l'amour caché d'un enfant de l'ombre, parce qu'il est plus désespéré, plus bienveillant, plus soumis, plus prévenant et plus passionné que ne le sera jamais l'amour d'une femme adulte. Cet amour pourtant plein de désir et inconsciemment intéressé. Seuls les enfants solitaires peuvent contenir toute leur passion. Les autres, à trop causer, éventent leurs sentiments en public, les émoussent en vaines confidences. Ils ont lu et entendu beaucoup de choses sur l'amour et savent qu'il est notre lot à tous. Ils s'en amusent comme si c'était un jouet, ils plastronnent comme des garnements avec leurs premières cigarettes. Mais moi, je n'avais absolument personne à qui me confier. Je n'avais été mise au courant ni en garde par personne. Je n'avais ni expérience ni soupçon. Je suis tombée dans mon destin comme l'on tombe dans un abîme. Toi et ton fantasme avez été les seuls confidents de tout ce qui a grandi et éclos en moi. Depuis longtemps, mon père était décédé. Ma mère, dans son sempiternel et funeste accablement, dans son anxiété de pensionnée, m'était devenue étrangère. Mes camarades de classe, à demi pervertis, me répugnaient parce qu'elles jouaient si frivolement avec la plus belle de mes passions. Ainsi, j'ai projeté tout mon être vers toi, cet être qui, sinon, se serait éparpillé, dispersé. J'ai projeté tout mon être ramassé en lui-même et qui n'en finissait pas de bouillonner d'impatience. Tu étais, comment dire, la moindre comparaison est trop faible. Tu étais tout, toute ma vie.
Tout ce qui existait pour moi n'existait qu'en relation avec toi. Seul faisait sens dans mon existence ce qui était lié à toi. Tu as métamorphosé toute ma vie. Jusqu'alors, élève nonchalante et médiocre, je suis devenue du jour au lendemain première de la classe. Je lisais des milliers de livres jusque tard dans la nuit parce que je savais que tu aimais les livres. J'ai commencé subitement, au grand étonnement de ma mère, à répéter mes gammes au piano avec une opiniâtreté presque obstinée parce que je croyais que tu aimais la musique. Je nettoyais et recousais mes vêtements uniquement pour t'apparaître agréable et soignée, et ma vieille blouse de classe, découpée dans une robe d'intérieur de ma mère, dont le côté gauche était raccommodé d'un carré de tissu, m'était insupportable. Je craignais que tu n'en remarques l'accroc et que tu me méprises. C'est pour cela que je le dissimulais toujours sous mon cartable lorsque je remontais les escaliers, tremblant de crainte que tu ne le voies. Mais quelle sottise que tout cela! Jamais, presque jamais plus, tu ne m'as regardé. Et pourtant, pour ainsi dire, je ne faisais rien d'autre de mes journées que t'attendre et t'épier. Sur notre porte, il y avait un petit Judas de laiton dont l'échancrure circulaire permettait de voir jusque chez toi. Ce Judas, non, ne sourit pas bien-aimé. Aujourd'hui encore, je n'éprouve aucune honte à ces heures passées. Était mon petit œil sur le monde, ici, dans le vestibule glacé, redoutant les soupçons de ma mère, je suis restée assise au cours de tous ces mois, de toutes ces années, un livre à la main, des après-midi complets à l'affût, tendus comme les cordes d'une harpe qui vibrerait lorsque ta présence les effleurerait. Tout en moi tournait autour de toi. J'étais constamment en tension et en mouvement, mais tu ne pouvais le sentir davantage que le ressort de la montre que tu portes dans ta poche et qui patiemment, dans l'obscurité, compte et égrène tes heures, accompagne tes allées et venues avec d'inaudibles battements de cœur et sur lequel ton regard fugace ne tombe qu'une seule fois tous les millions de tic-tac. Je savais tout de toi, connaissais chacune de tes habitudes, chacune de tes cravates, chacun de tes costumes. Je connaissais et fus bientôt capable de reconnaître chacune de tes fréquentations que je divisais en deux clans, celle qui m'était agréable, celle qui m'était répugnante. Chacune des heures entre mes 13 ans et mes 16 ans, je l'ai vécue en toi. Ah, quelle sottise n'ai-je pas faite! J'ai embrassé la poignée de la porte que ta main avait touchée, j'ai volé un mégot de cigarette que tu avais jeté avant de rentrer chez toi, comme tes lèvres s'y étaient posées. C'était une sainte relique. Le soir tombé, je suis descendue des centaines de fois dans la ruelle, sous des prétextes fallacieux, afin de voir dans laquelle de tes pièces la lumière était encore allumée, pour ressentir mieux encore ta présence, ton invisible présence. Et ces semaines où tu étais en excursion, mon cœur sursautait toujours de peur lorsque je voyais le bon Johan descendre ton sac de voyage jaune. Au cours de ces semaines, ma vie s'arrêtait et perdait tout son sel. Grincheuse, désœuvrée, mauvaise, je tournais en rond et devais toujours prendre garde que ma mère ne remarquât mon désespoir en voyant mes yeux éplorés.